chant des sirènes. Bonsoir, bienvenue dans le Chant des sirènes, l'émission féministe de Westrack Radio, donc Westrack Radio, la radio associative du Havre. Bienvenue pour notre rendez-vous mensuel, c'est lundi soir, il pleut des cordes, on est au mois de février, on a froid, venez nous écouter. On a le nez pris. On a le nez pris, excusez-nous d'avance, voilà, si on tousse, si on se mouche. Bienvenue dans le Chant des sirènes, comme tous les mois, on se retrouve entre sirènes et ce soir on est très nombreuses dans le studio, on vous expliquera pourquoi. On se retrouve pour parler de nos coups de cœur, nos coups de gueule, pour parler d'actualité féministe, pour parler de celles et ceux qui font en sorte que les femmes aient plus de droits dans notre société, etc., etc. Et donc ce soir, nous sommes bien nombreuses autour des micros. Donc d'abord, Marie, bonjour. Coucou. Comment ça va ? Ça va pas mal, et vous ? Enfin, moi j'ai passé un super week-end. C'est un peu week-end vie tunnel, mais ça fait du bien. Très bien. Voilà. Tu nous as préparé plein de morceaux, Des morceaux incroyables, ça va être super. Très bien, merci Marie. Bonsoir Marine. Bonsoir, pardon. J'étais déjà en train de t'endormir. Oui, c'est le mois de février là. C'est ça. Je suis partie. De quoi tu vas nous parler ce soir, Marine ? Du fait que franchement c'est la pire génération. Très bien, on reste... Laquelle, la tienne ou... La pire. On reste en suspens, on verra de quelle génération il s'agit. Bonsoir Laura. Bonsoir. Comment tu vas ? Ça va, un peu fatiguée de mon week-end. Bah voilà, décidément. De quoi tu vas nous parler ce soir ? Alors moi je vais parler de nos enfants et du fait qu'on prenne beaucoup soin d'eux, peut-être trop. Voilà, parce que ce soir, un des thèmes qu'on avait envie de se donner, c'était la question de la place de l'enfant dans notre société au sens très large du thème. Et pour cela aussi, on a invité une sirène qui était déjà venue chez nous. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Ah non, tu n'étais pas venue chez nous déjà ? Non, je croyais, excuse-moi, pardon. Elle est timide. Ah oui, d'accord. Donc Émilie, tu es thérapeute familiale. Oui. Et donc tu vas venir échanger avec nous pour apporter un petit peu de fond à tout ce qu'on peut raconter. Ah merde. Je vais essayer. Et ce soir avec nous, Claire, tu es de retour. Bonsoir. Une Ça faisait sirène aussi, ouais. Une vieille sirène. Une vieille sirène. D'aucuns pas diraient toujours une là. vieille morue. Mais tu es venue avec un banc de sirènes. Mais oui, mais comme tous les ans, les filles de la HAPS sont là. Est-ce que vous êtes là, les filles de la HAPS ? Oui. Et d'ici quelques temps, elles vont prendre l'antenne, comme tous les ans, récupérer votre antenne pour vous la shipper. Je me Et demandais c'est la nouvelle c'est la génération. 4e édition là, qu'on en fait avec vous, avec la Oh, HAPS, peut-être, ouais, 4, ouais, quelque chose comme ça. 3. 3e. 3, on nous fait. 3, 4. Ouais, 3. Ouais, j'ai un doute, je savais plus. Donc chaque année, on accueille un groupe de jeunes femmes qui viennent découvrir l'outil radio et qui viennent construire leur propre émission de radio. Et donc, elles viennent nous prendre le micro pendant une soirée. Exactement. Et donc, l'émission, on se potera encore. C'est la prochaine. C'est la prochaine, ok. C'est la prochaine. Très bien, Mois de mars. celle du mois de mars. Donc, on vous donne rendez-vous en mars pour écouter les jeunes femmes qui sont avec nous dans le studio ce soir. Eh bien, avant de commencer, on va s'écouter un morceau, comme d'habitude. Tout à fait. On va écouter une petite pépite qui s'appelle Mr. Dinkles, qui est un duo américain, batterie, guitare, chant. Il démarre l'année en beauté avec leur dernier single qu'on va écouter qui s'appelle Eat Chips and Talk Shit. Le morceau est caractérisé. Faut pas le dire trop vite. Non, je prends mon temps. Je voudrais, parce que avec mon anglais incroyable. Donc le morceau il est caractérisé par un jeu de guitare lent et lourd avec des riffs boueux qui créent un son incroyablement sexy. La chanteuse guitariste interprète ses paroles d'une manière implacible, presque nonchalante. Le morceau bénéficie également de l'excellent travail du batteur. Et la chanson, elle reste très enjouée tout au long du morceau. Mais il y a quand même un sous-entendu menaçant qui laisse entrevoir la désillusion du groupe face au rêve américain. Donc la guitariste chanteuse, elle est passée maître dans l'art de la composition de ses chansons avec des mélodies simples et des paroles qui font un bras d'honneur à ceux qui prônent une vie meilleure dans un pays fondé sur les inégalités. C'est des Américains, je rappelle. Ce faisant, Mr. Dinkles a peut-être créé son propre genre musical, le post-American Dreamcore. Donc Mr. Dinkles fait beaucoup de choses, mais ne dit pas que des conneries. Et on écoute tout de suite le morceau Eat Chips and Talk Shit. Do you wanna eat chips
talk shit. I could get us some wine or even champagne. We're gonna have a special time. It's time to refrain. He could never stick it in right. He was on cocaine. Do you wanna eat chips and talk shit? Eat chips, talk shit. Eat chips. Do you wanna read books and have a picnic? We could validate our problems, support our bitch fits. Don't spread that bullshit around, please. Don't need no drama. Do you wanna eat chips and talk shit? Eat chips, talk shit. Eat chips. Vous êtes de retour dans le Chant des Sirènes sur Westrack Radio et c'était Eat Chips and Talk Shit du groupe. Mr. Dinkles. Merci Marie. J'ai retenu le titre mais pas le nom du groupe. Merci pour ce morceau. C'était une façon de démarrer l'émission où ce soir on voulait parler des enfants, des jeunes, des ados, de la place des enfants dans notre société. Alors souvent on parle quand même de maternité, de parentalité dans l'émission, on parle des jeunes, on parle de plein de choses. Et en fait on s'est partagé entre nous une vidéo du média Blast qui interviewait une journaliste professeure des écoles qui s'appelle Lolita Rivet. La vidéo s'intitule « Comment mieux protéger les enfants ?» et c'est à partir d'un extrait de cette vidéo qu'on s'est partagé, qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être un sujet à aborder, sujet qui s'est aussi renforcé ces derniers temps avec des choses comme par exemple un peu cette tendance du no kids, notamment dans les trains à la SNCF, et Dans puis les restaurants. dans les restaurants, et puis ta dernière chronique où tu parlais aussi de la parentalité entre les hommes et les femmes et Les différences, ouais. Entre, la différence entre le femmes et hommes. patriarcat-capitalisme. Voilà. Bref, tout ça, on s'est dit, bon voilà, il faut qu'on fasse une émission un petit peu plus thématisée sur le sujet. Et donc, pour vous expliquer un petit peu cette vidéo qui nous a inspirés, en fait, elle traite du sujet des enfants au sens très large et de leur place et surtout de la façon dont on les parfois maltraite. On entend souvent aujourd'hui que les enfants auraient désormais tous les droits, qui sont pourri gâtés, qui sont beaucoup trop choyés, qu'ils ont pris le pouvoir sur les adultes et sont devenus de véritables tyrans. C'est cette fameuse idée de l'enfant roi. Pourtant, tous ces discours oublient que les enfants n'ont aucun pouvoir. En réalité, un enfant ne décide de quasiment rien dans sa vie, il est totalement dépendant des adultes, et les enquêtes le montrent, les droits des enfants sont souvent ignorés, leurs paroles minimisées. Surtout en France, les enfants continuent de subir de nombreuses violences. Dans notre pays, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Il y a aussi les violences plus insidieuses, tristement banales. Aujourd'hui, 81% des parents disent pratiquer des violences éducatives ordinaires, comme les cris, les humiliations, le chantage, les tapes, les menaces, les fessées, les gifles. Des violences physiques et psychologiques, pourtant interdites par la loi depuis 2019. On dit vouloir le bien des enfants et pourtant on leur fait bien souvent du mal. Et donc c'est pour comprendre ce paradoxe que Lolita Rivet, donc professeure des écoles, journaliste, a réalisé la série documentaire podcast qui s'appelle « Qui c'est qui commande ?», un podcast en 5 épisodes que je vous recommande, qui est vraiment hyper intéressant, sur la place des enfants dans notre société et leurs droits. Pour Lolita Rivet, la façon dont on traite les enfants n'est pas une question individuelle de famille, de chacun fait comme il veut. C'est une affaire collective. Parce qu'en France, les jeunes représentent 20% de la population. Ils font partie de notre société et demain, ils décideront de ce qu'elle deviendra. Il serait donc temps que les adultes n'oublient pas les enfants qu'ils ont été et la façon dont ils auraient aimé être traités à l'époque.
Alors, qu'est-ce que ça fait aux enfants de grandir dans un monde qui n'est pas fait ni pensé pour eux ? Comment imaginer une société qui respecte et écoute enfin les plus jeunes, leur laisse la place dont ils ont besoin pour s'épanouir et les reconnaît pleinement comme sujets de droit ? Comment mieux accompagner les adultes, les parents pour qu'ils puissent réellement prendre soin des enfants ? On va pas y répondre ce soir, mais en tout cas, on vous invite à regarder cette vidéo, cette interview de Lolita Rivet par Paloma Moritz sur le média Blast, qui aborde tout ce sujet. Et donc, ça a été un peu le point de départ de notre soirée. Voilà. Et notamment, Émilie, on voulait te faire réagir sur une parole de Lolita Rivet qui disait que les enfants, c'est un peu la décharge publique de notre épuisement, la station d'épuration de nos frustrations, de nos échecs, de nos traumas, nous, pour dire les adultes. Avoir du pouvoir sur eux, ça nous donne l'illusion d'en avoir un peu plus sur nos vies qui nous échappent. Émilie, qu'est-ce que tu... Voilà. Vous avez 2 heures. Non, je suis d'accord. Attends, t'es complètement d'accord. Non, mais justement, par rapport à toi, ce que tu mènes au quotidien dans ton travail, est-ce que tu ressens le fait que les enfants sont vraiment j'aime beaucoup cette expression, c'est un peu triste, mais cette décharge publique, cette station d'épuration des émotions des adultes, et comment tu t'en rends compte, comment ça c'est tangible dans ton quotidien de professionnel ? Alors, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Avec Lolita. Ouais. Effectivement, alors moi, mon travail, c'est plutôt... je travaille avec les parents, le plus souvent, les parents et les enfants, en thérapie, en soutien à la parentalité. Et ce que je remarque le plus souvent, c'est que souvent, les parents qui... alors, comme tous les parents, à un moment donné, on est dans l'impasse... on ne sait plus comment faire, on a essayé plein de choses et ça fonctionne pas, mais en tous les cas, les parents que je rencontre, en fait, c'est souvent des enfants qu'on n'a pas écoutés, ou des enfants qui ont été malmenés, ou des enfants pour qui les besoins n'ont pas été satisfaits, les besoins autant matériels que affectifs, et qui, du coup, effectivement, avec leurs enfants, ont soit envie de complètement faire à l'inverse de ce qu'on leur a offert, et ou alors de faire complètement, moi je fais comme mes parents, j'ai reçu des taloches, je suis pas mort pour ça. Ok, mais vous êtes devant une thérapeute familiale en disant j'y arrive pas avec mes enfants, ou l'école m'a dit ça craint là avec votre gosse, il fait n'importe quoi. Donc oui, effectivement, une station d'épuration. En tous les cas, je crois quand même que les parents ont tous envie, d'une manière ou d'une autre, que leur enfant aille bien. Et qu'en même temps, ils sont aussi un peu le réceptacle de toutes leurs envies, tous leurs défis, toutes les exigences aussi de la société. Et je dirais que c'est pas quand même égalitaire tout ça. Ça veut dire que suivant de là où on habite, de là où on vient, de la culture dans laquelle on a grandi, c'est quand même pas les mêmes choses non plus qu'on reçoit ou les mêmes difficultés qu'on a quand on est parent. Et effectivement, les enfants, moi je sais qu'en thérapie familiale, la première chose que je dis, c'est en fait, vous ici tous, votre parole, pour moi, elle a la même valeur pour tout le monde. Ça veut dire qu'un enfant, sa parole a la même valeur que son parent, même s'ils n'ont pas les mêmes responsabilités et que ça n'a pas les mêmes implications. Mais néanmoins, la parole est pour moi la même et a la même valeur. Donc l'écoute. Vas-y Marie. Ouais. Non mais ça me fait penser justement au fait que ça fait pas si longtemps que ça, enfin je dirais peut-être pas 100 ans, mais qu'en fait on considère vraiment les enfants comme des personnes qu'avant c'était... bon, l'époque n'était pas la même évidemment, hein, mais je pense à Françoise Dolto, tu pourras peut-être nous en parler, mais voilà, qui était à l'époque, il y avait, je parle peut-être dans les années 1900, il y avait énormément d'enfants abandonnés en fait et qui étaient livrés au service public de l'État. Donc, je crois que c'était la DAS à l'époque ou l'assistance sociale. L'assistance publique. L'assistance publique. Et du coup, ces enfants-là, ils étaient dans des centres, élevés soit par, alors je sais pas si c'était des nonnes ou des prêtres à l'époque, ou si c'était vraiment des endroits spécialisés, et après qui étaient soit répartis dans les campagnes pour travailler, pour être nourris en échange de travail, etc. C'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre.
Et du coup, il y avait vraiment, enfin, c'était pas des esclaves, mais voilà, enfin, ils étaient vraiment pas considérés comme des personnes, des êtres humains, et c'était d'autres adultes qui n'étaient pas de leur famille, parce que souvent ils étaient abandonnés ou avaient perdu leurs parents à la guerre ou autre, qui décidaient pour eux, en fait, de leur avenir. Et je trouve qu'effectivement, bon, 100 ans après, heureusement, on a évolué, et malheureusement, j'aurais aimé que les choses évoluent plus rapidement et depuis la nuit des temps. Mais je trouve que depuis peut-être 40 ans, on considère un peu plus justement la place de l'enfant, sûrement pas assez, parce qu'il y a toute une tradition à balayer ou à réinterroger justement notre échange avec nos enfants. Mais enfin, pour rappel, c'est juste que ça fait pas si longtemps de ça qu'on se considère vraiment la parole de l'enfant comme quelque chose d'important et comme des personnes en fait en tant qu'humains, les enfants quoi. Je crois que même sur la question juridique, la question de l'autorité, par exemple, paternelle, qui avait droit de vie ou de mort sur ses enfants, vraiment vie ou de mort. Oui. C'est pas si loin. C'est pas si loin, et il me semble qu'on pouvait justement placer à l'assistance publique, voire en centre de détention, ces enfants quand ils te faisaient chier. En gros, tu m'emmerdes, tu vas aller dans le centre de redressement. Et les patricides étaient plus punis par la loi que les infanticides. Il me semble que ça fait pas si longtemps que ça, que même le fait qu'un père... Alors, quand une mère tuait son enfant, ça n'avait pas forcément la même implication juridique, mais quand un père tuait son enfant, c'était moins puni par la loi que... Oui, le père avait un droit de vie et de mort sur son enfant, et ce que tu disais, ça me faisait penser aussi, notamment chez les filles, puisqu'on est dans une émission de sirène, je parlais des filles. Les filles aussi pouvaient être placées à l'assistance publique quand elles avaient des comportements un peu aguicheuses, en tous les cas, qu'elles commençaient à parler. Ouais, à parler. Ça va pas correspondre Et puis aussi à avoir des amours voilà, de jeunesse, quoi. Et en plus, quand elle tombait enceinte, là, c'était les parents les mettaient à l'assistance publique en disant occupez-vous de cette fille, et puis ça a donné Référence au bal des folles. Ouais, ou à Magdalene. Magdalene Sister. Voilà. Mais ça, c'est en Irlande. Mais oui, c'était un vrai business en plus. Ouais. Mais en France, c'était aussi la même chose. Hein. Enfin, les filles étaient placées. Des mères, des maisons, des centres d'accueil pour mères-filles en fait, qui étaient vraiment abandonnées par la famille et autres. Pour rebondir, Marie, sur ce que tu disais, effectivement, alors je faisais un peu des grimaces quand tu parlais, parce que effectivement, aujourd'hui, on dit qu'on écoute les enfants, que la parole des enfants est libérée. Bon, moi, je suis un peu modérée avec ça. C'est le début, oui, à l'échelle du temps, effectivement. En plus, ça me fait rire parce qu'il y a une orthophoniste à côté, et quand on parle de laisser la parole aux enfants, mais en fait, dans les années 80, notamment quand il y a eu un gros mouvement pour faire reconnaître la parole des enfants, notamment dans le cas de l'inceste, là, on s'est dit, il faut écouter les enfants. Et puis, quand même, alors, moi, j'ai été travailleuse sociale pendant 20 ans en protection de l'enfance. Il y a eu quand même, pour moi en tous les cas, ce procès d'Outreau, où en fait on a dit, mais en fait, faut arrêter d'écouter les enfants, ils disent que des conneries. Ils ont accusé la boulangère, machin. Et en fait, nous, certains travailleurs sociaux disaient, mais attendez, en fait, des enfants qui racontent ce genre d'histoire, c'est quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que, et on sait bien que les traumas, parfois, on peut accuser une personne et c'est pas forcément à ce moment-là que ça s'est passé. Enfin, il y a la parole de l'enfant, c'est une parole aussi à prendre en compte avec le statut d'un enfant, en fait. Et c'est pour ça que tu commençais ton intervention en disant que aujourd'hui les parents que tu côtoies, ce sont des parents qui ont souvent été mal écoutés, des parents qui ont été peut-être maltraités, etc. Mais juste sur le fait d'être mal écoutés, j'ai l'impression, je pense que toute personne de notre génération et même de plus jeunes générations, et même encore aujourd'hui, je suis pas sûre que les enfants soient tant écoutés que ça. Alors peut-être un petit peu plus dans certains schémas familiaux. C'est un regard très extérieur, un petit peu comme ça au doigt mouillé, mais
finalement, ça veut dire que tout le monde est un petit peu dans le pétrin de la parentalité, puisque si personne n'a été écouté dans son enfance, forcément tu vas galérer derrière après en tant que parent. Non, mais c'est une façon. Enfin, moi, je dis souvent à mes amis qui sont un peu perdus face à leur parentalité, je leur dis souvent, mais de toute façon, quoi que tu fasses, ce sera pas bien, ce sera pas suffisant. Quoi que tu fasses, ça ira pas. Un jour, ton enfant te reprochera toujours d'avoir été trop là, d'avoir pas été assez là. Voilà, t'as des parents qui sont blindés aux as et qui te bourrent d'argent pour pallier à une absence, à je ne sais quoi. En fait, tu vas le regretter plus tard. À l'inverse, tu manques d'argent, tu vas te plaindre vis-à-vis de tes parents parce que t'as pas eu assez d'argent pour grandir, t'as pas pu avoir les opportunités que tu voulais avoir, etc. Donc j'ai l'impression que quelle que soit la situation, un parent ne peut pas forcément être parfait. Et justement, dans la vidéo, alors c'est un peu plus large, mais elle appuie beaucoup le fait, Lolita Rivet, que la société, plus globalement, elle est construite pour que la plupart les adultes ne puissent pas s'occuper correctement des enfants. Elle dit par exemple à l'école, les enseignants devraient travailler à mi-temps. Enfin, en tout cas, les enseignants à l'école primaire, à l'école maternelle, parce qu'en fait, s'occuper bien d'enfants une demi-journée, oui, une journée entière. Au secours, en fait, c'est compliqué. Alors, ça se discute, je n'ai pas d'avis forcément là-dessus, mais en tout cas, elle apporte plein de sujets sur lesquels, en effet, globalement dans la société, il y a quand même plein de choses qui sont faites pour que les adultes, pas que les parents, les enseignants, les services sociaux, enfin tout, soit fait pour qu'on s'occupe pas correctement des enfants. Oui, puis c'est aussi le temps de l'école, en fait, c'est aussi le temps où les parents travaillent. Et du coup, c'est un peu pas garderie, je veux dire. Si, c'est une garderie. Ouais, on peut dire ça. Enfin, non, mais je veux dire, mais on voit le Covid l'a montré, en fait. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, si c'était mieux réfléchi, avec plus de moyens, on voit bien dans certains pays où les enfants ont cours vraiment le matin, et l'après-midi est dédié à des activités manuelles, artistiques, sportives. Et quand on voit aussi les personnes qui encadrent nos enfants, je pense au personnel qui fait le périscolaire, la cantine le midi et le périscolaire le soir, qui ont des contrats précaires. Peut-être ce serait intéressant, qui ne sont pas formés, tu vois, de proposer à ces gens-là d'avoir plus de temps de travail et mieux formés, et que eux puissent aussi s'occuper des enfants l'après-midi pour toutes ces activités et tout. Je pense que ce serait hyper intéressant de tester. Alors là, j'ai pas fait de recherche sur les pays qui le font. Je crois que c'est en Allemagne peut-être où c'est. Alors l'Allemagne, c'est compliqué. C'est compliqué. L'Allemagne, c'est compliqué. C'est en Norvège et en Suède. Norvège. Oui. Où voilà, c'est. Alors, est-ce qu'il faudrait des études scientifiques et des statistiques, voir au fur et à mesure si les enfants, ça les épanouit, si les profs aussi s'y retrouvent, si tout le monde s'y retrouve. Mais je pense que ce serait intéressant parce que même pour nos enfants, ça fait des grosses journées en fait, quoi. En fait, ça respecte plus le rythme de l'enfant. Voilà, ouais. Et même le fait de l'élever à 7h pour commencer à 8h30 en plein hiver, c'est dur. Regarde dans quel état toi tu es quand ça respecte pas du tout le cycle de sommeil de l'enfant. Mais tout ça pour dire que aussi le temps est calé sur le temps de travail, parce que mine de rien, on vend notre temps de vie disponible pour de l'argent. Enfin, après, on a des métiers soit cool, soit plus durs, etc. Mais d'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser, Milly, c'est à quel point ça peut être aussi une limite de psychologiser les problèmes parentaux, tu sais, d'en faire c'est lié à mon enfance, etc., sans remettre en cause les structures sociales qui amènent à ces problèmes de parentalité. C'est-à-dire, tu peux avoir une enfance difficile et essayer d'élever tes enfants du mieux que tu peux, mais si la société t'empêche de bien le faire parce que tu cours, t'as 2 boulots, t'es précaire, tu vis dans un appart qui est pas ouf, t'es aussi très stimulé au quotidien, etc. Donc comment tu fais pour bien t'en occuper? Et j'ai peur, c'est toi qui me dira ça, quand on fait reposer aussi cette charge psychologique sur les parents, est-ce que c'est pas encore
un truc en plus. Rajouter, ouais. Oui, tout à fait. Enfin, oui, je suis d'accord. Et effectivement, c'est multifactoriel aussi. En fait, c'est pas que le parent parce que il a son histoire ou son histoire passée ou son histoire qui vient d'être vécue. Je sais pas, des parents qui se séparent. Voilà, c'est un peu bousculant comme moment. Effectivement, il y a des données de société et c'est ce que je disais. C'est pas les mêmes disposition non plus pour être disponible à son enfant. Et je crois que globalement, la société, elle est hyper exigeante avec les parents et je dirais encore plus exigeante avec les parents, tu vois, qui sont en galère, les mamans solo, qui bossent, qui font... Enfin là, tu vois, cet après-midi, j'ai une maman, elle est aide-soignante, elle bosse la nuit et puis elle a 3 enfants, dont 2 avec un TSA, quoi. Trouble du spectre autistique. Et puis on lui dit quoi, vous emmenez pas votre gamin à l'orthophoniste, au machin, et puis elle se tape des nuits. Et oui, effectivement. Et moi je lui dis déjà vous faites ce que vous pouvez. Ils ont un toit, à manger, des vêtements, et puis une maman qui essaie juste en fait de tenir. Et je crois qu'il y a aussi ces exigences-là aussi de la société. Alors, il n'y a pas que les mamans qui ont des boulots durs ou qui n'ont pas de boulot, mais oui, effectivement, c'est multifactoriel et effectivement, c'est pas que on peut avoir eu des histoires complexes et puis être une super maman ou un super papa. Et puis juste. Vas-y. Par rapport à ce que tu disais, Marie, c'est clair que tous les champs en fait qui ont attrait, alors je dirais aux soins dans le sens large, sont mal dotés. Enfin, de moyens humains et de moyens financiers. Si tu regardes, la santé, voilà. Enfin, quand même, pour les enfants, les CMP, centres médico-psychologiques, aujourd'hui, en tous les cas, au Havre, je pense que c'est quand même assez... Oui, c'est quand même général sur la France entière. C'est des listes d'attente de 2 années. Quand vous avez un enfant qui a besoin de voir une orthophoniste ou je sais pas, un pédopsie et qui doit attendre, tu mets tes problèmes pendant 2 ans en stand-by et puis on te voit dans 2 ans. Bon voilà, au niveau de la justice, tout ce qui est, alors aujourd'hui c'est plus la brigade des mineurs, maintenant ça s'appelle plus comme ça, mais voilà, moi je suis une vieille éduque, donc je suis restée sur les vieux noms. C'est départemental. Comme ça. Non, les inspecteurs qui s'occupent de toutes les affaires de mœurs, en fait, je crois que c'est ça maintenant, on les appelle comme ça. Ils n'ont pas assez de moyens. Enfin, vous venez pour vous voulez faire auditionner un enfant, il attend plusieurs mois. Donc quand il y a des coups un peu de fouet, tiens, les victimes de violences conjugales, on va mettre, alors là, tout le monde bien entendu, mais 6 mois après, ça retombe. Donc tout ce qui est autour de l'enfance, en fait, de toute façon, est mal doté. Les enseignants, c'est pareil. Effectivement, il n'y a pas de volonté aussi politique de pouvoir mettre l'enfant, je dirais pas au centre, mais juste qui fait partie de la société. Plus d'attention, plus d'attention donnée à l'enfance parce que c'est l'adulte de demain. Ouais, je me demande pourquoi justement. Enfin, quel but, l'État. Le capitalisme, non, pardon. Bonne réponse. Excusez-moi. Non. Pardon, je radote. De toute façon, quand tu te poses une question, c'est le capitalisme. Ou le vinaigre blanc. Donc, d'avoir des enfants et des parents qui sont bien dans leur vie, qui sont épanouis, qu'est-ce que ça leur pose un problème apparemment s'ils mettent pas les moyens dessus. C'est aussi peut-être plus facilement manipulable des gens qui sont en détresse ou autres que. On va continuer d'en parler, je pense, dans les autres sujets. Non, mais ça fait. On va continuer de faire sens dans la suite de l'émission. On fait une petite pause musicale, Marie ? Tout à fait. On va écouter un truc qui déboîte. Donc l'artiste s'appelle Karen Dio. Elle est Riot Girl et féministe engagée. Karen Dio donne dans le punk calibré pour une seule chose, faire trembler les murs. Débordante d'énergie, la jeune brésilienne attire l'œil par sa hardesse et ses prestations entraînantes, au point d'être amenée à le faire dans les premières parties de Limp Bizkit ou Sum 41 quand même. Je me sens vieille. Grande défenseuse des droits des femmes et des communautés queer.
Elle vient vous balancer sa rage et son engagement en pleine face. On écoute tout de suite Karen Dio avec le morceau So Funny. I was really digging her band. So cool. Like they were So so dope. awesome. Sometimes when I'm thinking of you, I think of how I used to love the stupid things that you do. Somehow I thought you told me the truth, but then I realized that you're really somebody else. Oh, it's so funny how I used to think that you were the coolest thing in the world. Oh, it's so funny how you tried to use me like you tried to use the other girls. The other girls, the other girls. Now that I actually see, you didn't even care, you never gave a damn about me. It's sad, but I guess that was it. I'm not the type to waste my time with shit that doesn't exist. Good luck, hope you got what you need. And by the way, thank you for making things so easy for me. 'Cause now I'm finally free, and you can touch me, it's the best thing that I ever felt. Oh, it's so funny how I used to think that you were the coolest thing in the world. Oh, it's so funny how you tried to use me like you tried to use the other girls. The other girls, the other girls. Oh, it's so funny how I used to think that you were the coolest thing in the world. Oh, it's so funny how I was so stupid. Oh, it's so funny how I used to think that you were the coolest thing in the world. Oh, it's so funny how you tried to use me like you tried to use the other girls. Oh, it's so funny how I used to think that you were the coolest thing in the world. Oh, it's so funny how you tried to use me like you tried to use the other girls. The other girls, the other girls. Vous êtes de retour dans le chant des sirènes sur Westrack Radio et donc c'était C'était J'ai pas retenu le nom. Karen Dio. Karen Dio. Très bien, une Riot Girl quoi. Ouais, brésilienne. Brésilienne. Super, merci Marie. Avec plaisir. Donc ce soir, on parle de la place de l'enfant dans la société, de comment on traite les enfants, les parents aussi avec. Et pour ça, on est parti notamment, encore une fois, on vous invite à aller écouter, aller regarder cette interview et aussi à écouter les podcasts de Lolita Rivet, podcast qui s'appelle Qui c'est qui commande. Et donc Laura, de quoi tu voulais nous parler ce soir ? Alors moi, je suis tombée sur un article qui était en anglais qui s'appelait sur les enfants, qui s'appelait Care Too Much. Donc, est-ce qu'on prend trop soin de nos enfants ou est-ce qu'on est trop préoccupé par nos enfants ? Donc j'ai écrit un petit texte sur ce sujet. Alors, nous millennials, parents d'enfants nés dans les années 2010, prenons-nous trop soin de nos enfants ? Le burn-out parental est-il lié au changement de mode d'éducation et au fait de se préoccuper principalement du bien-être de nos enfants, un peu au détriment du nôtre ? En fait-on trop pour eux ? Plongeons-nous quelques instants dans la vie des parents d'aujourd'hui, dans ma vie de parent un peu. Lundi midi, rendez-vous chez le dentiste pour l'aîné. Mercredi, rendez-vous chez l'orthophoniste pour la cadette, puis cours de karaté et cours de musique pour l'autre. Sans oublier tous les 15 jours le rendez-vous chez la psychologue et la petite méditation du soir avant d'aller dormir, parce qu'il faut qu'il se couche quand même à 20h15, faudrait pas trop traîner. Tous ces rendez-vous, ces suivis médicaux pour nos enfants se sont multipliés ces dernières années, quand on arrive à avoir un rendez-vous. Mais en plus de nos agendas surchargés, il faut aussi manger les fruits et légumes frais, bio, ne pas regarder trop les écrans, être performant à l'école, en musique, en sport, tout en étant bien dans sa tête et bien dans son corps. Être parent de nos jours est très différent d'il y a plusieurs dizaines d'années. Dans le passé, les soucis majeurs de nombreux parents consistaient à nourrir leurs enfants à peu près correctement. Liliane Holstein, une psychanalyste française, ajoute que, ne rêvant que d'un logis salubre et sécurisant pour abriter toute la famille, ils espéraient que toutes les maladies qui fauchaient les plus jeunes veuillent bien les épargner.
Nous ne parlons pas des enfants de la préhistoire, mais bien de ceux de nos grands-parents ou arrière-grands-parents. L'éducation consistait à apporter les fondations du fonctionnement dans la vie sociale. L'autorité s'appliquait, n'était pratiquement jamais remise en question par les plus jeunes. Chacun connaissait sa place, son rôle, son pouvoir, ses limites. La santé de nos enfants, au cœur de nos préoccupations, n'est plus seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale et la santé sociale. Alors nous, parents millennials, on serait aussi trop laxistes. Nous sommes la génération de parents la plus consciente, la plus éduquée émotionnellement, et aussi la plus épuisée. Aujourd'hui, la préoccupation principale du parent tourne autour du bien-être de l'enfant, et aussi du fait d'être un bon parent, une mère suffisamment bonne. Les parents sont sous pression, et pourtant, nous sommes les parents les moins soutenus de l'histoire moderne. Nous passons 3 fois plus de temps avec nos enfants que les générations précédentes, mais nous élevons nos enfants dans un monde plus cher, plus anxiogène, plus isolé. Nous devons parfois aussi réparer les blessures héritées, apprendre en même temps que nos enfants, tout en tenant les choses du quotidien, en ayant un boulot à plein temps. Des parents donc trop fatigués. Notre fatigue, elle, est bien réelle et biologique. L'empathie, importante dont nous faisons preuve depuis des années, consomme 10 fois plus d'énergie que l'autorité parentale. Et nous portons donc une charge émotionnelle énorme qui peut parfois mener jusqu'au burn-out. Une enquête de la Ligue des familles de 2020 montre encore que cette souffrance du burn-out concerne surtout les mamans. Et Isabelle Roskam, psychologue, précise que la femme est encore perçue comme la première source d'affection et d'éducation de l'enfant. Dans le même temps, elle subit la pression du travail, de ses exigences de productivité grandissantes. Et c'est bien souvent la maman qui accompagne l'enfant aux divers rendez-vous médicaux, cités plus haut, la psy, l'orthophoniste, ou au moins qui en est à l'initiative. Alors oui, nous sommes des parents fatigués, nous ne sommes pas des parents fragiles, mais des parents hyper investis. Et oui, nos enfants bénéficient de plus d'empathie, de plus d'écoute et de plus d'aide. Alors continuons à prendre soin de nous pour prendre soin d'eux. Tout à fait. Voilà. Prenez soin de vous les parents pour prendre soin des enfants, en effet. Et nous le reprocherons quand même. Exactement. Mais c'est bien. C'est bien, c'est comme ça qu'on se construit. Mais moi, il y a un truc qu'on a dit, et qu'on va sûrement redire, c'est qu'on fait ce qu'on peut. C'est ça. Après la construction de l'enfant, il y a un moment donné où de toute façon, ils ont besoin de se... pas de te critiquer, mais tu vois, de eux se trouver, donc ils vont forcément d'être en opposition. Toi, ils sont en opposition, quoi. Non, mais moi, ça va finir avec un poster de Nicolas Sarkozy dans sa chambre à 14 ans. Ça va pas aller du tout. La rébellion. Mais oui, voilà, on dit souvent, on fait ce qu'on peut, on essaye. Nous, en tout cas, de faire ce qu'on peut pour être au mieux avec nos enfants. Enfin, moi, je vois ma mère me faisait la réflexion, et c'est exactement ce que tu disais, Laura, tout à l'heure, que moi, elle est impressionnée du temps que je passe avec Francis, mon fils. C'est ça. Parce que eux, ils avaient pas le temps. Enfin, tu vois, ils bossaient tout le temps, en fait. Mais on n'a pas le temps non plus. Est-ce qu'ils avaient moins de temps que nous? Je sais. Après, ça dépend des parents. Enfin, moi, je sais que mes parents étaient commerçants. Ma mère bossait de 6h du mat à 20h. Donc, elle avait pas de temps pour moi, clairement. Oui. Mais j'étais toujours dans ses baskets quand même, quoi. Mais voilà, du temps. Du temps de qualité, du temps surtout. où on a du temps. Ouais, voilà, du temps de qualité qu'on passe avec eux. Je pense qu'on en a peut-être plus. Enfin, après, ça dépend évidemment des familles, etc. Mais ça a changé un petit peu quand même. Mais oui, burn-out, complètement. Burn-out parental, burn-out professionnel, burn-out parental, burn-out de société, burn-out de civilisation, burn-out d'histoire, burn-out de futur, burn-out d'engagement associatif, burn-out militant. Non, mais il y a aussi ce truc-là qui est très compliqué aussi pour notre génération, assez au courant de ce qui se passe dans le monde. C'est aussi de se dire, on va bien s'occuper de nos enfants alors qu'on vient de lire le rapport du GIEC, quoi. Donc, il y a un peu ce truc-là aussi où on s'investit dans l'empathie en se disant, de toute façon, ils vont avoir un monde de merde. Je suis désolée. Voilà. Vous allez avoir un monde de merde. Comment on va essayer de vous donner des bases pour que vous puissiez aussi vous en sortir dans cette société-là, quoi. Donc, c'est ce qu'avaient pas forcément nos parents qui pensaient que de toute façon, on irait plus loin qu'eux. Puis en fait, nous, on s'est pris le mur de la crise économique, etc. Mais et on est cette première génération à se dire non, le monde va pas forcément aller mieux. Comment on va faire pour que nos enfants aillent mieux et s'y préparent. C'est ça qui peut être des fois compliqué, quoi.
Voilà. Eh ben, merci pour cette note hyper Merci. Vous pouvez compter sur moi, je m'occupe des mariages, des Toujours. enterrements, des Aussi, baptêmes. c'est que pour moi, tout n'est pas mort en fait. Ah bah merci, c'est bien. Non, mais faut quand même C'est pas garder toujours ce- facile de voir des garder transitions en fait, tout ça. Il ne reste plus que l'espoir en fait dans les futures générations. Oui. Parce que nos parents étaient sûrement mal informés, mais en fait, on n'a plus les moyens d'agir. Enfin, on voit bien politiquement tout ce qui se passe dans le monde. On est vachement plus au courant de tout ce qui se passe parce que Internet, parce que les réseaux sociaux, on sait tout dans la minute et tout le monde devient expert, tout le monde a son avis, tout le monde est ça. Mais avant, il y avait des guerres. Enfin, moi, j'ai grandi, c'était la guerre en Irak. C'était la première fois où on voyait la guerre télévisée, quoi. Aux 20h, on voyait des bombes tomber sur Bagdad et tout. Enfin, La première guerre d'Irak. ouais. Et tu vois, il y a eu la guerre du Vietnam. Enfin, on l'a pas connue. Non, on celle-ci. n'a pas connu, on n'est pas si vieille que ça. Mais voilà, il y a toujours eu des crises dans le monde, il y a toujours eu des guerres. Le problème, c'est que maintenant, les démocraties ne font plus rêver. C'est les Oui, États c'est plutôt ça. totalitaires qui deviennent plus sexy, tu vois. On voit bien les États-Unis, comment le rêve américain, nous on a grandi avec les séries américaines, enfin on idolâtrait complètement. C'est eux, les Américains, qui ont fait notre éducation, tu vois. C'était les sauveurs de la France qui sont venus nous libérer du nazisme et tout ça. C'était déjà problématique. Maintenant, c'est la culture. On voyait ça avec des yeux d'enfant, quoi. Et tu vois, toutes les séries, tous les films, enfin Star Wars, le bien, le mal, enfin ça a bercé aussi Disney. nos générations. Maintenant, c'est la culture coréenne, n'est-ce pas Oui. Marianne Non, mais après, on a déjà eu cette discussion, je crois. Où je pense qu'aujourd'hui, on pourrait interroger les jeunes femmes qui sont avec nous dans le studio, mais en fait, nous, on regarde ça de notre histoire, de notre connaissance de ces 40 dernières années. Mais en fait, pour les jeunes qui vivent dans le monde actuel, le monde actuel, certes, alors il y a quand même, je pense qu'ils grandissent quand même dans un environnement pas forcément simple, mais ils sont contents d'être dans ce monde-là aussi. Enfin, contents, je sais pas, mais en tout cas, c'est leur monde, donc c'est nous, c'est notre comment trouver nos des inquiétudes à moyens nous. d'agir, et je pense que on voit bien qu'on n'a pas de pouvoir politique plus que ça à part aller voter, ce qui est déjà un peu bien, mais enfin il y a des gens qui ont lutté pour qu'on ait ce droit. Après, les systèmes sont peut-être pas les bons de l'élection, etc. Bref, mais je pense qu'il faut quand même continuer à notre échelle, avec nos amis, nos familles, les gens qu'on rencontre en fait, à essayer de propager, enfin pas la bonne parole, hein, je suis pas une messie ou quoi, mais d'essayer de respecter les gens dans leur diversité, de respecter tout ça, les différences de culture, de religion, la tolérance, quoi. Enfin, tu vois, avant il y avait des héros, enfin je pense à Gandhi, je pense à Aimé Césaire, des gens pacifistes, le Dalai Lama ou autres, tu vois, qui avaient de l'espoir et qui portaient une bonne parole, quoi. Oui, Alors, il y en a encore aujourd'hui. Il y en a Hein. encore aujourd'hui. Il y a Médine, il y a... Je croyais que tu parlais de Louis Sarkozy. non, pas ceux-là, quoi. Bon, on enchaîne. excusez-moi. Non, mais Juste, peut-être, on pourra demander aux filles, aux jeunes filles qui sont là dans le studio, peut-être une réponse par rapport à ça dans la prochaine émission. ouais, carrément. Ça peut être un sujet. Très. Comment vous vivez votre monde Ouais. actuel? Et ben avant de continuer, l'émission, on écoute un morceau, Ok, Marie. Ouais, carrément. Alors attends, j'étais pas prête. Pardon, excuse-moi. Non, c'est bon. Du coup, on va écouter un groupe. Alors, je suis très punk rock, hein, je suis très hip-hop, je suis très musique électro, mais bon. On va écouter un groupe qui s'appelle Frenzy, qui est composé de 3 frères et sœurs. Ils sont originaires de Melbourne, en Australie, mais ils ont grandi en Grèce, dans l'île de la Crète, où je suis allé l'été dernier, qui est magnifique. Ils sont issus d'une famille de musiciens et ont été influencés par la variété de genres musicaux différents, allant du rock à la musique traditionnelle crétoise. Leur son est brut et explosif, un mélange de punk, de rock et d'énergie frénétique. Ils citent parmi leurs influences des groupes comme AC/DC, Nirvana, Prodigy, Bikini Kill. Le groupe est connu pour ses performances intenses et sa présence charismatique sur scène. Frenzy a su conquérir le public grec et australien avec leur style donc punk rock sans compromis. Et voilà, la chanteuse délivre des paroles avec une attitude audacieuse et déterminée, teintée d'un accent australien distinctif. J'arrête là et on écoute donc le morceau Pink Tax de Frenzy.
est de retour dans le chant des sirènes. Quoi. C'était la fin de morceau la plus nette qu'on ait, je pense, entendu des 110e émissions du chant des sirènes. 120e peut-être, ouais. Donc vous êtes de retour dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. Et Marie, le morceau que tu viens de nous passer, c'était... le groupe s'appelle Frenzy et le morceau s'appelait Pink Tax. Donc une soirée musicale très très punk ce soir, Marie. Tu nous as un peu énervé. Voilà, on est un peu énervé. On a envie de sauver le monde. Voilà. On sait pas comment Sauver faire. On veut sauver les enfants et la génération future. Et donc tuer voilà. le capitalisme, bordel. Donc voilà, ce soir en effet, on parle des générations futures, donc on parle des enfants, de la place des enfants dans notre société, des parents, de burn-out parental, de manque de moyens pour accompagner les enfants dans la société, d'amour, d'espoir. J'essaie de faire un petit résumé en quelques mots de ce qu'on a dit jusqu'ici. Et en plus, voilà, on a aujourd'hui des adolescentes avec nous. Il y a aussi un sujet ces dernières semaines, parce que finalement, dans l'actualité, il y a eu pas mal de... Ou alors c'est parce que peut-être on était un petit peu plus alerte sur le sujet de l'enfance, mais il y a eu plusieurs choses. Il y a eu, je le disais en introduction, le sujet des espaces no kids interdits aux enfants dans les trains. Il y a cette lettre que notre cher président Manu Mac veut envoyer à tous les jeunes de 29 ans. Alors j'ai pas lu dans le détail exactement. Il leur a dit de niquer. Voilà, il a dit voilà. Pour faire des enfants. Voilà, réarmement. Les gens pour payer nos retraites. Pardon. Procréer. Il y a un but quand même. Il y a un but. Le but procréer. C'était procréer. Voilà, c'était pas le plaisir. Ayez des enfants. Alors il y a eu du coup pas mal de débats dans certains médias à ce sujet en disant il faudrait. Alors je crois qu'il y avait une idée derrière tout ça d'avoir des aides de 250 € par mois, je sais pas, pour les parents, quelque chose comme ça. C'est tout pour être. C'est 250. Pour être très incitatif. Ça donne envie. Hein. Voilà, quand on parle de burn-out parental, je pense qu'on a un bon exemple derrière le micro. Non mais entre 250. Voilà, on est en train de la perdre. Donc entre plusieurs choses en fait qui vont vraiment dans ce sens où on laisse peu de place finalement aux enfants, à la jeunesse aussi. Et je trouve que ce qui s'est passé encore très récemment, la fin janvier, le marque encore plus. Donc moi je voulais vous parler de la proposition de loi, enfin même du projet de loi d'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Donc je pense que ça va certainement parler... D'ailleurs, les filles, vous pourrez nous faire aussi un retour. Voilà. Dans la prochaine émission, ce que vous en pensez. Ça va parler certainement aux jeunes femmes qui sont avec nous dans le studio ce soir. Donc fin janvier 2026, donc c'est vraiment très récent, hein, l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi dans le sens de l'interdiction des réseaux sociaux en France aux moins de 15 ans. Une première en Europe. L'objectif affiché, c'est de protéger les jeunes des effets nocifs des réseaux sociaux, des troubles de l'attention, de l'anxiété, du stress, du cyberharcèlement et de l'exposition à la violence. Sur le papier, c'est difficile d'être contre. Qui a envie de défendre TikTok contre la santé mentale de nos ados ? Les chiffres sont là. Hein. Un adolescent sur 2 passe entre 2 et 5 heures par jour sur son smartphone. 58% des 12-17 ans consultent les réseaux sociaux quotidiennement. Et en même temps, le modèle économique de ces plateformes de réseaux sociaux, hein, TikTok et consorts, est très clair. Capter l'attention, la retenir, la monétiser, publicité ciblée, collecte de données, algorithmes ultra personnalisés, scroll infini, tout est pensé pour que l'on reste toujours et encore. Je fais une petite parenthèse, il n'y a pas que les enfants et les ados qui scrollent énormément. Le rapport d'expertise collective de l'ANSES sur les usages des réseaux sociaux et la santé des adolescents est sans ambiguïté. Le constat est très fort. Hein. Altération du sommeil, dévalorisation de soi, comportement à risque, exposition accrue au cyberharcèlement. Les algorithmes peuvent enfermer dans des spirales de contenu de plus en plus extrêmes. Idéologie violente, masculinisme, troubles alimentaires, automutilation, etc. Et les filles sont plus exposées. Elles utilisent d'ailleurs davantage les réseaux sociaux, subissent plus de pression liée aux stéréotypes de genre, sont plus souvent victimes de cyberharcèlement et sont plus vulnérables aux injonctions sur l'apparence physique. Dans une société qui scrute déjà le corps des femmes, on offre aux adolescentes un miroir déformant, permanent, algorithmique.
Alors oui, le problème des réseaux sociaux sur les adolescents est réel. Mais la question est plutôt, l'interdiction est-elle la solution ? Plusieurs experts parlent de solutionnisme technique, une réponse simple à un problème complexe, parce que les adolescents ne sont pas démunis technologiquement. Regardons l'Australie, premier pays à avoir interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Très vite, des stratégies de contournement ont émergé via des VPN, des faux comptes, diverses formes de détournement pour que les adolescents puissent consulter les réseaux sociaux. Interdire ne supprime pas l'usage, ça le déplace. Pire, ça peut pousser vers des plateformes moins modérées, hors du champ de la loi, donc plus dangereuses. L'UNAF elle-même ne s'oppose pas au principe d'une interdiction, mais insiste. Elle doit s'inscrire dans une approche globale avec un renforcement massif de l'éducation au numérique, un accompagnement des parents et une responsabilité accrue envers les plateformes. Et c'est là que le bas blesse. On demande aux parents d'être des remparts numériques alors qu'eux-mêmes naviguent parfois à vue. On intime aux jeunes de développer des compétences numériques indispensables pour leurs études, leur avenir professionnel, tout en leur disant « surtout, n'y allez pas ». Donc il y a un vrai paradoxe. Le vrai sujet, c'est pas seulement les réseaux sociaux en tant qu'outils, ce sont leurs mécanismes de conception, les algorithmes opaques, les dark patterns, le modèle économique basé sur la captation de l'attention. Or, au niveau européen, il existe déjà un cadre, le Digital Services Act, le DSA, qui a été adopté en 2024, qui impose aux grandes plateformes de lutter contre les contenus illicites et de mieux protéger les utilisateurs. Peut-être faut-il déjà appliquer pleinement ces règles avant d'ajouter une interdiction symbolique. Parce qu'au fond, cette loi dit aussi quelque chose de notre impuissance. Face à des géants du numérique mondialisés, on choisit de réguler les enfants plutôt que les plateformes. Protéger les jeunes, ce n'est pas les couper du monde. Les réseaux sociaux sont aussi des espaces d'information, d'engagement, de solidarité. Dans une société parfois fragmentée, ils permettent de trouver une communauté, de défendre des causes, de se construire. Les interdire sans éduquer, c'est reculer pour mieux sauter. C'est risquer de creuser les inégalités numériques. C'est d'exposer aussi brutalement des jeunes qui, à 16 ans, vont se retrouver face à des outils qu'ils n'auront jamais appris à comprendre. Protéger les enfants, ce n'est pas leur fermer la porte du numérique, c'est leur apprendre à l'ouvrir avec discernement. Et ça, c'est pas une question d'âge légal, c'est une question d'éducation, de responsabilité collective et du courage politique. Si nous voulons vraiment protéger les jeunes, alors investissons massivement dans l'éducation aux médias, formons les enseignants, accompagnons les parents et exigeons des plateformes qu'elles cessent de faire du cerveau de nos enfants un marché publicitaire. Parce que protéger, ce n'est pas surveiller, protéger, ce n'est pas isoler, protéger, c'est rendre capable. Voilà ce que je voulais dire sur l'interdiction. Je vote pour Caro. Voilà, bah moi présidente. Et je me disais quand on prépare l'émission qu'il va falloir qu'on écrive un programme politique en fait. Ouais, c'est vrai. Depuis le temps qu'on parle de nous, présidente. C'est ça. Donc voilà, donc oui, non, moi présidente, je n'interdirai pas les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, je donnerai des moyens aux médiateurs et médiatrices numériques qui font du très bon travail sur l'accompagnement aux médias et on formerait aussi les enseignants. Parce qu'il y a beaucoup d'outils qui existent mais qui ne sont pas mis à leur disposition. Et puis qu'on punisse les entreprises, quoi. Oui, qu'on agisse sur les plateformes qui captent l'attention des jeunes. Et des moins jeunes d'ailleurs, hein, parce que voilà, nous aussi. C'est ce que je me disais après mes 6 heures d'Instagram hier. Je me disais, il faudrait quand même que je me régule. Oui, mais les incidences sur toi sont peut-être un peu moins... Ah, pas sûr. Mais non, mais franchement, pas sûr. En effet, non, mais ça fait beaucoup de mal. Du cerveau des enfants, oui. Non, mais même par rapport à ton développement à toi. Enfin, non, mais c'est vrai que je me disais que il y avait quand même j'ai commencé à avoir un algorithme là, que le mien, mais de temps en temps, je tombe sur des trucs complètement niqués de complotisme, etc. Et je me dis, mais c'est fou que ce soit pas modéré, ce genre de choses, en fait. Et, plus vite de moins dedans, ouais. Voilà. Et Émilie, tu disais que tu avais pu discuter de ce sujet-là avec des adolescents récemment. Oui. Oui, parce que c'est eux qui avaient fait remonter le sujet, tu m'avais dit. Parce que j'anime des groupes de parole. Alors moi, mon animation, elle est simple. C'est en gros des adolescents dans un collège qui viennent sur le temps du midi s'ils ont envie. Généralement, ils viennent quand il pleut. Parce que tu peux pas aller dans la cour ou voilà. Non, ils viennent. Donc en ce moment, t'as du monde. Non, mais ils viennent si voilà, c'est volontaire. Ils et elles viennent quand ils en ont envie. Et il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de thème. C'est eux qui viennent et voilà leurs questions. Et donc il y a une jeune fille qui était en 4e, je crois, qui me dit ouais madame, moi je voudrais parler de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans.
Je fais, bah ouais, d'accord, ok. Donc il y en a qui ne savaient pas, qui n'avaient pas l'info. Pourtant, ils sont sur les réseaux sociaux. Et en fait, je lui dis, bah, qu'est-ce que tu as envie de dire sur le sujet? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et elle me dit, bah, en fait, ils veulent interdire aux moins de 15 ans, mais de toute façon, même s'ils interdisent, on va pouvoir y aller. Je dis, ah bon? Je dis, bah, je sais pas, moi, j'ai pas de réseau, moi, j'ai pas Insta, j'ai pas Facebook. Enfin, les jeunes n'ont plus Facebook, mais. Et elle me dit, bah, et puis donc, il y a un autre gars qui dit, bah oui, c'est comme les sites porno. Ils nous demandent si on a 18 ans. Bah, on met non. Et en fait. Ils mettent oui plutôt. Oui, pardon. Non, ça, Ils sont extrêmement responsables. Non, ils mettent oui. Enfin, et en fait, je trouvais que c'était intéressant aussi, venant d'ados, de dire, mais en fait, ok, les adultes, vous voulez nous interdire des choses, mais en fait, on sait bien qu'on va pouvoir y aller. Et ils y vont, en fait. Ils trouveront un moyen d'y aller. Ben oui. Et en fait, l'échange avait été... Et c'était chouette parce que... En même temps, il y avait aussi, pour eux, c'est un peu la liberté. Ils ont accès à plein d'infos, à plein de choses. Et en même temps, quand on commence, alors je suis pas une experte des réseaux sociaux, mais quand on commence à parler des algorithmes, de comment ça en fait, ah bah oui, c'est vrai que quand je regarde un petit chaton ou, je sais pas, les trucs là aussi, je sais pas, je regarde les jeunes là, des trucs où il faut répéter des gestes là. Je sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est pas les mêmes. Des Corées, là. Quand tu fais des danses et que tu fais... Oui, ouais. Des tendances. Des trends, peut-être. Des trends. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Et en fait, ils se rendent compte que quand ils en regardent un, après, il y en a 50 000 qui arrivent à chaque fois. Et en fait, on leur demande jamais aussi aux ados, aux jeunes, bah, qu'est-ce que tu fais sur ton portable? Qu'est-ce que tu regardes? Et puis, alors j'anime aussi des séances sur les relations affectives et la sexualité. Et par exemple, sur le porno, alors souvent les garçons disent, bah oui, donc faut en avoir une grosse. Je sais pas s'il faut en avoir une grosse. Tu fais avec ce que t'as déjà. Et en fait, ils disent, bah oui, mais dans les films porno, mais en fait, quand on déconstruit avec eux, mais de dire, mais en fait, c'est un film. Donc un film, c'est quoi? C'est une histoire qui est filmée de telle façon. Bah, c'est les mêmes codes pour le porno, et qu'en plus c'est une histoire, et que effectivement, si tu filmes un pénis d'une certaine façon, ben je peux dire ça, oui. De toute façon, je dis. Ah oui, merde, on est en direct. Enfin bref, il y a des plans, il y a des manières de filmer, et que tout ça, en fait, c'est pas la réalité. Et je crois que dans ce que tu disais, Caroline, oui, c'est ça, en fait, c'est l'éducation, et d'être tout petit, en fait. D'être tout petit, l'éducation aux médias, oui. Oui, l'éducation aux médias, oui, mais enfin, l'éducation à la vie affective aussi. En vrai, c'est les deux sont liés. C'était une éducation aux images, c'était une éducation aux films, aux informations, etc. C'est quelque chose que tu arrives à percevoir sur le porno aussi, quoi. Moi, je suis un peu, vraiment, si on vient sur la question du numérique, moi, je suis un peu stupéfaite du fait que à l'école, dès la primaire, il n'y a pas grand-chose qui est fait auprès des enfants sur l'éducation numérique, alors que c'est là autour d'eux tout le temps, tous les jours. Et c'est un truc hyper transversal, et voilà. Enfin, pour moi, je comprends pas que justement dans un pays qui se veut être souverain numériquement et qui veut être à la pointe du numérique, bah en fait, si tu veux dans ces cas-là que demain tout le monde soit des ingénieurs numériques, etc. Bah ok, dans ces cas-là, éduque les enfants dès tout petits, comme ça au moins ils comprendront le monde dans lequel ils seront. Enfin, si tu veux suivre cette logique-là, vas-y, fais ça au moins déjà à minima. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse au moins 2 émissions sur ce thème. Je trouve ça passionnant, là, ces échanges. Tu voulais dire un truc, Émilie? Non, ok. Et ben, on s'écoutait un petit morceau? Ouais, alors d'abord, je vais faire un petit peu d'auto-promo parce que, avec des copines, dont Claire, des copines du Havre, on a monté une association il y a pas longtemps qui s'appelle le Gars Club. Oui. Qui est une association dont le but est de promouvoir la création féminine, autant musicale, artistique, on fera ce qu'on pourra aussi. Local mais pas que. Et on a fait nos premiers événements obstétrices dans le cadre de la journée du matrimoine. Merci. Je finis tes phrases si tu veux. Mes phrases.
À deux, Et bref, là, c'est mieux. on organise notre deuxième événement le samedi 7 mars, juste en dessous de la radio, chez Pieds Nus, au Fort de Tourneville. Et ça va être une soirée incroyable. Donc, il y aura Violet Indigo qui vient de Rouen, qui est une DJ. C'est Chanteuse. chanteuse. Elle est assez incroyable en fait. Elle a un univers, c'est très hip-hop, un peu trip-hop, électro. C'est très bien. R&B. Très talentueuse. On a une autre artiste incroyable parce qu'on va écouter un morceau qui s'appelle Changeline. Ouais. Donc Changeline, c'est tout aussi safe pour celles et ceux qui aiment sauter dans les pogos que pour les introvertis qui ont besoin d'un cocon de réconfort. C'est trop bien. Des sons, pardon. C'est trop bien. Créant des sons parmi les plus uniques de la scène musicale actuelle, Changeline est une visionnaire autodidacte, tout droit sortie de l'underground. Elle combine le storytelling intimiste du pop rap avec des productions électroniques avant-gardistes, créant des morceaux à la fois chargés émotionnellement et irrésistiblement rythmiques, avec des millions de vues amassées sur les réseaux sociaux ces derniers temps et des performances live qui transforment les salles intimistes en expériences dynamiques. Sa musique navigue entre les thèmes d'identité, de résilience, d'expression personnelle. Inspiré par des storytellers légendaires et les pulsions innovantes de la musique électronique contemporaine, Changeline a un univers aussi introspectif que révolutionnaire, transformant la vulnérabilité en force. On écoute donc Fœtus et lors de la soirée, on finira avec une artiste locale qui s'appelle une DJ. Ce sera la Beauté du Diable pour un DJ set enflammé. Et tout ça, c'est dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Voilà, exactement. Le 7 mars. Merci, Donc le 7 Caro. mars. 7 mars, c'est 12 Chez Pieds Nus. en location en pré-vente et 15 € sur place et ça va être super, on va trop se marrer. Ouais. On écoute le morceau Fœtus de Changeline. I'm a fetus, I'm up in your belly. Alien, tranny, I'm adding an addy. ADHD, go silly with my homie. We might be cringy, but hey, we are worthy. Making no sense, and that's why you rewinding, girl. This shit intense, yeah, I know. I am that kind of girl. Living in France, so she flying to me. Curl up all her dolls when I'm eating her meat, boy. I like it hard, it's a die, and we try if you wanna be good at your art. Looking, moving, but I'm top in the chart. Got one plushie, you know it is a shark. Ain't fucking with me in my show like I'm white. So below boy, thought I don't got no type. So below boy, thought I just like so bright, but I'm biting your system, striking a spike. Oh, yo, okay, hey, hey, this okay. I'm up in your interest, yeah, I'm fucking your best friend, yeah, your society fails, yeah, and now it's the end. I'm a fetus, I'm up in your belly, alien, tranny, I'm adding an addy, ADHD, go silly with my homie, we might be cringy, but hey, we are worthy, making no sense, and that's why you rewinding, girl, this shit intense, yeah, I know, I am that kind of girl, living in France, so she flying to me, curl up all her dolls when I'm eating her meat, girl, meat boy, 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 I just wanna GGG, pull out like I'm the MVP. I just put past all the entry fee, most envy me. It's bad like I'm gently like. Most men just wanna get gold. Trust me, you don't wanna get involved. Jet set, I'ma try and trendset proof. You just tryna get your first 100 views, you dickhead. I don't wanna talk no more to this dickhead. Discord calls that come with just big fed. Matter of fact, everyone on Discord inbred. They guess what, yeah, man. Me boy, me fuck yourself, dickhead. Me boy, fuck yourself, dickhead. Me boy, fuck yourself, dickhead. Me boy, me dickhead. Ouais. Vous êtes de retour dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. On vient d'écouter Marie le morceau Changeline et le morceau s'appelle Fœtus. qui s'appelle Fœtus. Et du coup, je vous disais en introduction, autour de la table ce soir, on a des jeunes filles avec nous. Et donc, Awa, c'est ça ? Tu voulais réagir par rapport au sujet qu'on vient d'aborder sur l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, pardon. Donc, tu peux prendre le micro et dire qu'est-ce que tu penses de cette interdiction ? Qu'est-ce que ça te fait si de savoir que peut-être demain les réseaux sociaux seront interdits au moins de 15 ans ? En fait, je trouve que ça se fait pas parce que en vrai, je pense qu'il pourrait changer, les gens qui veulent poster des vidéos, par exemple, des vidéos violentes ou des choses comme ça, que après TikTok ils mettent on peut pas, ils bloquent, du coup on peut pas poster, et ils pouvaient faire des ils pouvaient changer, ils pouvaient mettre des règles dans TikTok, mais c'est trop
Enfin, c'est trop juste d'enlever les réseaux sociaux comme ça parce que en soi, tu scrolles juste et après, tu regardes des vidéos, des fois amusantes, des vidéos de sport et tout. Ça fait, Oui, t'as pas l'impression de faire du mal sur TikTok en regardant des vidéos, non. toi. Après, genre, ils peuvent mettre des règles, mais genre, c'est trop juste d'enlever TikTok comme ça. Parce que toi, ça te sert à quoi, TikTok ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? En vrai, ça m'apporte rien, mais genre... si, des fois, genre, ça peut apporter des informations, tout ça, parce que moi, la plupart des informations, je les vois sur TikTok. Et Snap aussi, c'est pareil. En vrai, Snap... genre, en vrai, Snap, je comprends pas pourquoi il pourrait enlever, parce que, en soi, c'est juste une application où est-ce que tu peux parler à tes amis sans avoir de numéro de téléphone. C'est comme WhatsApp. Sur WhatsApp, tu peux parler à tes amis et ils parlent de Snap et pas de WhatsApp. Et Snap, c'est exactement pareil, juste les gens ils peuvent t'ajouter, mais sans numéro. En fait, tu ferais, s'il y avait plus de réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, tu ferais différemment, peut-être par WhatsApp, par d'autres, ou pour réussir à communiquer avec tes copains, tes copines. Ouais, mais ou sinon, pour les moins de 15 ans, genre ils pouvaient faire un autre truc sur Snap, par exemple, les personnes, ils peuvent pas t'ajouter à part si c'est toi qui les ajoutes ou des choses comme ça. Parce que des fois, réguler, tout ça. parce que des fois il y a des gens que tu les connais pas, ils t'ajoutent comme ça et après moi ça m'est déjà arrivé, ils m'ajoutent comme ça et après ils me demandent, ils me disent c'est pour les flammes. Mais non, genre tu les connais pas et du coup après moi je les supprime. Mais bon, c'est rare que ça m'arrive, mais bon. Après il y a peut-être des personnes tu vois qui gèrent pas forcément toujours très bien les réseaux sociaux, mais en tout cas voilà, on comprend que toi t'es pas d'accord avec ça. Je pense que. Et tu disais que sur TikTok en plus tu pouvais t'avais des messages d'avertissement qui te disaient tu as déjà trop regardé de vidéos, tu as le temps de faire une pause, etc. Donc t'avais déjà ce truc là sur. En fait non, je vais regarder comme ça et après en fait moi j'ai pas monté. Mais bon, en fait, je regarde et après, du coup, d'un coup, ça met. Temps de faire une pause. Ouais, voilà. Ok. Mais genre, j'ai pas de bouton parental, j'ai rien du tout. Et genre, ça met. Il est temps de faire une pause et du coup, après, soit c'est écrit y retourner ou sortir de l'application et du coup, moi, je mets y retourner, après, je regarde. Ok. On t'invite à faire à creuser le sujet pour la prochaine émission où vous interviendrez. Ouais. Et si tu as envie de faire tout un sujet sur... Elle est déçue, elle a envie de rester parler avec nous, je crois. Elle avait envie dès le début de l'émission. Mais écoute, je trouve que c'est très intéressant parce que ça revient à ce que tu disais, Caro, aussi. Déjà de forcer les plateformes... plus de modérateurs, modérer et d'avoir des propos adaptés au public aussi qui est en face, quoi. Mais en fait, dans cette question-là, encore une fois, on n'a pas posé la question aux concernés. En fait, c'est comme quand on parle du droit des femmes, c'est quand on parle du congé menstruel, en fait, on ne demande pas aux femmes. Là, en fait, on n'a pas demandé aux jeunes, on n'a pas demandé aux ados, donc voilà. Ils n'ont pas le droit de vote. C'est le problème de nos politiciens et politiciennes, c'est qu'en fait, ils font des lois et en fait, ils ne demandent pas aux principaux concernés. Tout à fait. Ça. Enfin, tu vois, les profs et tout ça, ils font des lois, ils imposent des choses, mais quand est-ce qu'il y a de la concertation et que c'est eux qui créent les lois, en fait, tu vois, les profs par rapport à leur vie de tous les jours avec les élèves, c'est quand même plus à même de savoir ce qui est. Tu voudrais de la démocratie participative ? Ouais, ça doit être un truc comme ça. Mais en tout cas, merci Awa d'être intervenue. Merci Awa. On te laissera, c'est même pas qu'on te laissera la parole, c'est que tu auras la parole avec tes collègues pour la prochaine émission. Et du coup, tu pourras creuser un peu le sujet et nous en dire plus sur les réseaux sociaux. Allez voir un peu comment ça fonctionne aussi. Vas-y. Marine, oui. Du coup, on te laisse parler de la pire génération. Génération. Et roulement de tambour. Ouais, alors la génération de mes parents ne savait pas se tenir. Elle écoutait du bruit et parlait d'amour et de révolution. On n'avait jamais vu ça. C'était vraiment la pire génération. Incapable de respecter ses aînés et l'autorité. Ces ingrats. Alors que leurs parents avaient connu les guerres et s'étaient battus contre les nazis. Ou avaient bossé avec les nazis. On ne sait pas. Toute la France a résisté, madame. Je ne vous permets pas. Celle de ma sœur était bien pire. On n'avait jamais vu ça. En plus, leur musique était nulle à chier, avec ses chanteurs aux cheveux sales, complètement dépressifs, et ses pop stars outrageusement sexuelles. La mienne, c'était franchement la pire. Incapable de respecter ses aînés et l'autorité. On n'avait jamais vu ça. Une bande de feignants pas foutus de travailler.
Le chômage de masse et les crises économiques successives avaient bon dos. Les jeunes voulaient juste fumer des spliffs et s'abrutir durant leur rêve party et leur console. La génération de mes neveux, la pire. Du jamais vu. Toujours collés sur TikTok. Ils ne veulent plus étudier, ils ne veulent plus travailler. Bon, il n'y a plus d'école ni de travail, mais on voit bien que ça les arrange. Ils préfèrent faire les influenceurs plutôt que d'aller au turbin. Ah, et puis ils étaient bien contents pendant le Covid de passer à côté de leur adolescence. C'était franchement la pire, incapable de respecter ses aînés et l'autorité. Et celle de mon fils ? Ah, la pire. On n'a jamais vu ça. Des enfants rois qui parlent et qui respirent. On aura tout vu. On va leur apprendre à respecter leurs aînés et l'autorité. Donc si j'en crois Jean-Monique76 sur Facebook, nous allons droit dans le mur. C'est la fin de tout, le début de l'apocalypse, les 7 plaies d'Égypte. Peppa Pig est en réalité un archange de la mort. Et chaque enfant est un potentiel antéchrist. Ou alors, je voudrais pas trop m'avancer, mais c'est possible que nous devions tout simplement, à un moment, des vieux cons. Je crois que la phrase que j'ai le plus entendue dans ma vie, c'est « les jeunes aujourd'hui ». Alors, si le jeune visé change, la personne qui prononce cette phrase est toujours la même. C'est quelqu'un qui n'est plus jeune. Un vieux con, donc. Et je rentre dans cette catégorie. Je le sais depuis le jour où j'ai dit « je ne comprends pas PNL ». C'était foutu. J'étais devenue une ringardos, qui dit relou et swag. Et qui dit ringardos. Et Attal Chantal. Et à plus dans le bus. Bref, le vieux monde n'a jamais aimé le nouveau, parce qu'il nous approche de notre décrépitude, de notre déliquescence et de notre mort, certaine et inéluctable. Je vous ai déjà dit que j'étais gothique quand j'étais ado. C'est vraiment la pire génération. C'était parfait pour conclure cette émission sur les générations Peppa Pig, l'Antéchrist. Je m'en remets toujours pas. Mais oui, c'est en effet, j'ai entendu ça il n'y a pas plus tard que tout ce week-end avec mon père qui vient de fêter ses 70 ans, que les jeunes aujourd'hui, de toute façon, ils ne veulent plus travailler. Et c'est la pire. Ils ont toujours sur leur téléphone. Enfin, voilà. Mais oui, on a toujours entendu ça de toutes les générations, en effet. Ben voilà, c'était parfait pour conclure cette émission. Ouais, j'ai adoré moi cette émission. Elle aurait pu durer bien plus longtemps en effet. Ouais. On a perdu au passage nos collègues qui ont dû partir avant la fin de l'émission. Ouais. Et vous les retrouverez du coup le mois prochain, en mars. Donc ce sera le 16 mars. Ouais, très bien. Ce sera leur émission, donc on a hâte d'entendre ce qu'elles ont à nous dire, et ça illustre bien en plus, je pense, le propos qu'on a eu ce soir, de leur laisser la parole. Ouais. Voilà, je pense que la boucle est bouclée. Ils ont des choses à dire. Ils ont des choses à dire, tout à fait. Ils peuvent avoir un regard aussi sur nous, les vieux cons, qui est pas mal aussi. Qui nous met bien notre place aussi. Ouais, mais c'est bien. Ouais. Faites confiance à cette génération et voilà, plein d'espoir pour eux. Marie. De ouf. Moi, j'y crois vachement. Et on va vous dire au revoir et puis on va vous laisser avec un dernier morceau et on vous dit à la prochaine émission, mois de mars. Et puis encore celle d'après et puis encore celle d'après. On sera toujours là. Et puis voilà, lâche rien, quoi. Et oui, et je vais juste une petite promo aussi pour un concert qui a lieu mercredi au Hangar Zéro par l'association queer du Havre qui s'appelle Chimère. C'est un concert de grindcore, donc ça va déboîter les oreilles. C'est au Hangar Zéro à partir de 20h30. Et pour finir l'émission, merci les filles d'être là ce soir. Merci Émilie. Merci à vous. Quand tu viens, tu veux, quand tu viens. Tu viens quand tu veux. Ah ouais, de ouf. Tu vois, on l'a tiré. Tiens, dans nos filets. Le voix magique. C'est le chant des sirènes. Des vieilles sirènes. Les vieilles baleines sirènes. Donc on va écouter un dernier morceau pour se quitter d'un groupe qui s'appelle Get Down Service, qui est un groupe de musique anglais, qui est un duo. Ils sont originaires de Bristol. Ils ont sorti un premier album très remarqué en 2023. Voilà, ils ont fait des EP depuis. Leur musique est une fusion de différents styles. Eux-mêmes la décrivent comme du disco rock. D'autres parlent de disco punk ou de spoken world, funky disco, comico, cosmico groovy. Je vous laisse choisir lequel vous voulez. Putain, je suis fière, j'ai très bien articulé. On vous embrasse, prenez soin de vous et des personnes qui vous entourent, que vous aimez, et puis peace and love. Peace and love. Bisous à nos enfants.
Peacetime, key lime, pecan pie. After heaving down a sausage and half a jar of brine. We've got the orders, we're in the living quarters with a load of hot dogs and a heap of fucking burgers. Where's my resolve? I think you got it. I think you waddled out the room with it in your back pocket. So turn it up, I've got prawns in my belly and it's Ken dogs, dad's dogs, death on the telly. From the video of Big New Prince. Forgotten, wasted and singed. I'm a burnt chip getting sent to the food bin. Waking up every day on a food binge. I down 3 readies and exercise discipline.